Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va poursuivre avec le concept 13.4. Mais juste avant, je veux vous dire que ce matin, j'enregistre la vidéo. C'est le mercredi 15 avril. Puis, dans le fond, on complète là, par une série de courts vidéos sur notre thème 4. Donc, ce qui nous restait à voir, c'était le 13.4, le 16.2 puis le 16.3. Je vais rajouter un petit peu le 16.1 ici. Là, vous allez voir, les concepts 16 du chapitre 16 vont être vus assez rapidement. Puis c'est des choses qu'on connaît déjà dans le fond. Donc, allons-y avec le thème 13.4 qui va comme suit. L'évolution résulte de la variation génétique qui prend sa source dans la reproduction sexuée. Donc, le concept d'évolution, ben, c'est notre dernier thème qu'on va voir dans quelques semaines. Le thème 6 ou 7 enfin. Bon, peu importe sa numérotation. Là. Le point ici, c'est que c'est un concept sur lequel on va revenir amplement plus tard. Donc, on l'aborde pour une première fois aujourd'hui, mais il n'est absolument pas question de chercher à comprendre le fonctionnement de l'évolution à ce moment-ci. Par contre, dans le fond, un des moteurs importants de l'évolution, ou une des conditions importantes, je devrais dire, c'est la présence de variations génétiques qui prend sa source dans la reproduction sexuée. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la principale cause de variation génétique, ce sont les mutations, un concept qu'on va explorer dans les chapitres 16, mais aussi prochainement là, au début du prochain thème, quand on va commencer le thème 5, donc quand on va commencer à faire de la génétique. Parce que notre prochain concept, c'est l'hérédité, donc autrement dit la génétique. Donc, juste pour revenir sur ce que je viens de dire, là, les mutations sont la source première de variations génétiques. Euh, donc, ce concept-là des mutations, là, on l'aborde pas vraiment aujourd'hui, mais on va y revenir prochainement. Donc, autrement dit, ça, c'est une autre chose qui est peut-être pertinent de dire à ce moment-ci. En biologie, on avance par couche, par étape. Hein. Il y a des explications qui arrivent aujourd'hui ou qui arrivent à un moment dans notre apprentissage qu'on n'est pas en mesure de bien cerner toutes les conséquences, l'ampleur, puis les, euh, les implications de, des différents phénomènes qu'on étudie. Donc, je pense que ça mène à parfois une certaine... ça peut mener à du découragement ou en tout cas certainement le sentiment de ne pas tout comprendre, puis d'avoir des problèmes dans notre... ou en tout cas des trous dans notre compréhension. C'est tout à fait normal. Il faut s'avancer davantage dans la matière pour nous permettre de faire des liens sur des choses qu'on a vues préalablement. Donc, ce que je vous dirais, c'est que si vous n'avez pas encore l'impression de bien comprendre tout ce que vous avez, tout ce qu'on a étudié depuis le début de la session, on a passé beaucoup de temps sur les molécules, sur la cellule, sur donc le fonctionnement du cycle cellulaire. On arrive à des notions de reproduction cellulaire, de mitose, de méiose. On parle de génétique. Ça va être utile donc pour notre prochain thème, qui va être utile pour notre dernier thème, l'évolution. Puis ça nous permet d'aborder des questions comme la génétique virale, avec beaucoup plus de connaissances, puis un œil plus averti, en tout cas plus savant, ça c'est certain. Même chose pour l'écologie, il y a beaucoup de notions d'écologie qui vont prendre un nouvel éclairage là, avec tous les savoirs qu'on aura abordés. Donc, là, on revient à l'objectif 13.4. On veut parler de variation génétique puis le lien avec la reproduction sexuée. Ben, dans la reproduction sexuée, il y a trois événements qui vont contribuer à augmenter la variation génétique dans une population,
Puis ce concept-là va redevenir plus important quand on va faire de la génétique, mais surtout quand on va faire de l'évolution, puis de l'écologie. On va s'intéresser dans le fond à l'ensemble aux différences génétiques entre les individus dans une population. Parce que si tous les individus d'une population étaient identiques génétiquement, il y aurait beaucoup moins de différences entre les individus. Puis ce qu'on va voir, c'est que ce sont les différences entre les individus qui vont faire que des populations peuvent se transformer au fil du temps. Qui est le moteur, qui est le concept à la base de l'évolution finalement. L'idée que ce ne sont pas les individus eux-mêmes qui vont changer au fil du temps, qui vont évoluer. Ce sont les populations d'individus qui vont changer au fil du temps. Comme par exemple, si on avait à un moment donné une population avec des individus mauves puis des individus verts. Imaginons que pour une raison ou une autre, les individus mauves deviennent défavorisés dans la nature puis que presque tous ceux-ci meurent. Pour faire un exemple un peu macabre présentement, avec la problématique du coronavirus, il y a plusieurs hypothèses sur la table, mais certains groupes sanguins seraient possiblement plus vulnérables que d'autres. Je vous dis pas lesquels, je vous invite à faire vos recherches par vous-même pour découvrir si vous êtes plus ou moins susceptible au coronavirus. C'est juste une hypothèse, il n'y a pas de grandes évidences scientifiques à ce que je sache. Puis si ça peut vous rassurer, en ce qui me concerne, je suis dans un groupe sanguin susceptible de complications coronavirus, puis c'est la vie. Puis voilà. Donc, qu'est-ce qui arriverait si on laisse cette population-là se reproduire à partir de cette mortalité différentielle-là? À la génération suivante, les verts vont avoir plus de représentation, ou en fait, étant donné que j'ai laissé 2 individus verts survivre puis 2 individus mauves survivre, on peut s'attendre à ce que les individus, les enfants de cette reproduction-là soient en proportion plus égale entre les mauves et les verts. Puis si on continue d'appliquer là, cette survie différentielle, on va appeler ça une sélection différentielle, en fait. Puis où est-ce que, on va en laisser seulement qu'un mauve survivant, puis qu'on les fait se reproduire à nouveau. Là, ici, on va se retrouver avec une grosse proportion de verts, puis peut-être juste 2 mauves ici, comme ça. Donc, tu vois, ici, dans le fond, on s'est intéressé à des populations, à un groupe d'individus qui avaient des variations génétiques différentes. Il y a certains individus qui étaient de couleur verte, puis d'autres de couleur mauve. On s'est intéressé à la population à 3 moments différents suite à 3 événements de reproduction. Puis, donc on a permis au temps de faire son œuvre. Puis ce qu'on constate, c'est que si on arrive puis on prend une photo de la population à ce moment-ci, puis on prend une photo à ce moment-là, ces 2 populations-là sont différentes. Ils ont des compositions génétiques différentes qui témoignent d'une survie différentielle puis d'une reproduction différentielle des variants génétiques. Autrement dit, ce ne sont pas les mêmes gènes qu'on va retrouver dans la population au départ puis à la fin. Donc, c'est un peu le concept de base de l'évolution, sur lequel on va revenir amplement là, dans le dernier thème. Mais vous comprenez qu'il y a donc une composante génétique qui va nous intéresser ici pour comprendre vraiment le phénomène de l'évolution. Et puis là, si on revient à notre objectif 13.4, ce qu'on voit, c'est que dans la reproduction sexuée, donc, qui est là, il y a 3 aspects qu'on connaît déjà un peu qui vont nous procurer le matériau de base là, pour que les populations puissent évoluer, c'est-à-dire qu'il y ait une distinction génétique entre les individus. Parce que tu comprends, si je
commençais mon même exemple avec une population qui serait homogène génétiquement, ben même si les individus ici meurent de façon aléatoire ou de façon sélective, comme on va voir, parce qu'ils possèdent un désavantage ou un avantage, ben ce qu'on va avoir au bout du compte, c'est toujours la même composition génétique, là. S'il n'y a pas de variation dans la population, ben la population va toujours rester la même. Donc si on prend une photo au départ puis une photo à la fin, puis ça se ressemble beaucoup, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution génétique dans la population au fil du temps, contrairement à ce qui a pu se passer ici. Puis remarque que si, pour continuer un peu avec des notions d'évolution, là, même si on prend un peu d'avance, là, si on avait continué notre expérience ici, puis qu'on fait mourir là, du coronavirus ou de d'autres choses, là, des individus, euh, de façon différentielle en raison de leur génotype, ou du hasard, peu importe, ben, on peut se retrouver avec une population qui ne présente plus de variation génétique. C'est d'ailleurs tout le drame des petites populations d'organismes qui se voient, donc pour une raison ou pour une autre, isolés génétiquement avec peu de variations génétiques. Donc, qu'est-ce qui arrive si un nouveau virus arrive quelques années plus tard, puis tue préférentiellement les individus verts? Ben là, on va avoir un problème, ça se peut que toute la population soit éradiquée. On aurait voulu idéalement conserver peut-être un ou deux individus mauves pour que lors de cette nouvelle épidémie-là, bien, ce soit les individus mauves qui puissent survivre et transmettre leur gènes aux générations suivantes. Sans oublier d'inclure un ou deux petits variants génétiques au cas où. C'est comme si les variations génétiques, c'est des vêtements de rechange là, dans une valise quand on part en voyage. On en amène toujours un petit peu plus qu'on en aurait de besoin au cas où il arrive un dégât ou un accident, puis que là, on se retrouve à devoir piger dans notre pile de linge de rechange. Ben, les variations génétiques sont comme des garanties ou enfin une forme de police d'assurance là, que au cas où on aurait besoin d'une variation génétique, ben elle est présente dans la population, puis la variation génétique peut venir à la rescousse de la population. Ok, on a fait un gros détour, là, on s'est éloigné un peu de notre thème 13.4, mais regarde, la bonne nouvelle, c'est que la reproduction sexuée va nous permettre d'augmenter cette variation génétique dans la population de trois grandes façons. Premièrement, l'assortiment indépendant des chromosomes pendant la méiose. Deuxièmement, l'enjambement pendant la méiose 1. Puis troisièmement, la fécondation aléatoire des gamètes, donc d'un ovule et d'un spermatozoïde. Là, ici, on te réexplique un peu le concept d'enjambement. On va y revenir. Je veux juste te faire remarquer que ce point-là ici, là, la variation génétique entre les individus d'une population constitue le fondement de l'évolution par sélection naturelle. Je pense que je viens de te montrer là, ce concept-là là, par nos deux populations hypothétiques ici. Les mutations, on va y revenir dans les prochaines sections. La production de nouvelles combinaisons de gènes variants dans la reproduction sexuée crée une diversité héréditaire additionnelle. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est que les mutations, ça va être la première source de variation génétique. Donc ça prend des mutations pour qu'on puisse parler de variation génétique. On va explorer cette question-là, mais en plus d'avoir des variations génétiques, donc, ben, adressons-le maintenant en fait. Donc, vous voyez, je sais pas si on en a déjà parlé un peu là. Si on a une molécule d'ADN ici, puis je vais faire une autre molécule d'ADN là, imaginons que ici on a un ovule, puis là ici un spermatozoïde qui serait un peu gros là. Mais donc, l'idée ici, c'est qu'on a deux gamètes qui sont haploïdes, qui peuvent se fusionner pour nous donner quoi? Nous donner un zygote diploïde. Puis, donc, la première cellule qui, par mitose, va pouvoir donner un nouvel individu diploïde.
L'idée ici, c'est qu'il y a une cellule qui nous provient de notre mère, puis une autre cellule qui nous provient de notre père. Si les deux gamètes avaient exactement la même molécule d'ADN, ben, il n'y aurait pas de variation génétique. Là, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a représenté la molécule de la mère d'une couleur un peu différente de la molécule du père. Puis ce qu'on essaie d'illustrer ici, c'est que si on allait lire la séquence de nucléotides qu'on retrouve ici, par exemple, puis qu'on la compare à la séquence de nucléotides qu'on retrouve là, si les séquences sont exactement les mêmes, il n'y a pas de variation génétique. Mais à partir du moment où on introduit des petites variations qui peuvent être là, aussi subtiles que une paire de bases, disons que ici je vais écrire ACTT, puis que là je vais écrire ACCG. Ben, tu vois que nos deux premiers nucléotides sont les mêmes, mais que nos deux derniers nucléotides ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une variation génétique ici. On pourrait dire que la molécule d'ADN n'est pas pareille à... les deux molécules d'ADN ne sont pas pareilles l'une et l'autre. Elles ne sont pas identiques. Donc, il y a une variation génétique. Est-ce qu'on parle quand même du même gène? Oui, c'est le même gène dans le sens que la séquence d'informations qu'on retrouve à cet endroit-là dans la molécule d'ADN, à son locus, qu'on appelle, code pour un gène ou contient l'information pour une protéine qui est la même. Là. C'est-à-dire, mettons que c'est le gène de l'insuline, c'est le gène de l'insuline à gauche et à droite. Mais si on va voir le détail de comment la structure primaire de cette molécule d'insuline-là doit être fabriquée, le gène de gauche diffère du gène de droite. C'est le même gène dans le sens qu'il code pour une protéine semblable. C'est le même type de protéine, c'est la protéine de l'insuline. Mais les deux protéines qui seraient fabriquées à partir de la séquence de gauche et de droite ne seraient pas nécessairement exactement la même. Leur structure primaire pourrait différencier. C'est ce qu'on appelle les mutations, les différences là, au niveau des nucléotides. Donc ici, par exemple, on aurait une mutation de là, en tout cas, il y a le processus de mise en place des nucléotides à un moment donné a été différent là, entre ces deux molécules d'ADN. Puis on peut présumer que les protéines seraient différentes. Donc, la production de nouvelles combinaisons de gènes dans la reproduction sexuée crée une diversité héréditaire additionnelle, donc vient produire une plus grande diversité de combinaisons génétiques qui est à la base de l'évolution. Ok, donc on disait qu'il y a trois choses. La première, c'est l'assortiment indépendant des chromosomes homologues à la méiose. Donc, vous vous rappelez que dans notre tableau, où est-ce qu'on devait illustrer là, la méiose, si on partait avec un organisme qui a un nombre haploïde de n égale 2, donc un nombre diploïde 2n égale 4. Ça, je te rappelle que ça veut dire qu'on a deux types de chromosomes. On a des chromosomes plus longs ici, puis des chromosomes plus courts. Mais entre celui-là puis celui-là, il s'agit d'une paire de chromosomes homologues. Donc celui-là est homologue à celui-là, puis celui-là est homologue à celui-là. Mais ceux du bas et ceux du haut ne sont pas homologues. Donc, par exemple, pour avoir le gène de l'insuline ici, on en retrouverait une autre version ici. Mais ici, ce ne serait pas le gène de l'insuline, ce serait le gène de l'hémoglobine, par exemple, qui serait ici. Donc, on n'aura pas la même suite de locus. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'à la métaphase 1, on dispose les chromosomes homologues sur la plaque équatoriale. Puis là, selon leur emplacement, ici tu vois à gauche puis à droite, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas les mêmes combinaisons
Donc, on a des bleus qui vont s'en aller à gauche, des rouges qui vont s'en aller à droite ici. Bleu, rouge à gauche, rouge, bleu à droite. Ben, si on poursuit jusqu'à la fin de la méiose 2, on va obtenir par le biais de ces deux types de méiose-là, 4 combinaisons de gamètes, simplement par le fait que on a disposé les chromosomes différemment sur la plaque équatoriale. Donc, tu vois, cette disposition-là sont différentes. Ça nous mène à des combinaisons différentes en bout de piste. Là, ici, une des difficultés, c'est comme quelqu'un me demandait est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités que ces possibilités-là à partir du moment où on garde ces informations-là, deux nombres haploïdes de 2, donc autrement dit deux types de chromosomes, la réponse c'est non. À moins qu'on fasse intervenir l'enjambement, qui va être notre prochain mécanisme dans un petit instant. Là. Mais la règle mathématique, c'est 2. Ok, le nombre de combinaisons de chromosomes à la méiose 2, mettons. Là. 2, c'est égal à 2 à la n, où n est égal au nombre haploïde. Donc, autrement dit, ici, avec deux chromosomes différents, avec un nombre haploïde de 2, ben 2 à la 2, ça égale 4. Hein. Donc, 2 à la 2 égale 4. Chez l'humain, 2 serait à la 23. Donc, je pense dans un petit instant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire 2 à la 3, qui est un cas de figure moins compliqué. Là. Mais juste pour ton information, là, 2 à la 3, là, ça donne quelque chose là, par 8, quelque chose comme 8 millions. Là, 8 fois 10 à la 6. Donc, juste à partir de l'organisation de nos chromosomes sur la plaque équatoriale à la méiose 1, ben, si on prend nos deux types de chromosomes, le chromosome maternel et le chromosome paternel, puis pour chacune des 23 paires là, chez l'humain, on les dispose de façon aléatoire, comme un tir de pile ou face, là, à gauche ou à droite, ben, il y a 8 millions de combinaisons possibles. Donc, autrement dit, pour un organisme comme vous et moi, de 23 chromosomes, 23 chromosomes comme nombre haploïde, là, donc 46 chromosomes comme nombre diploïde, bien, on est capable de fabriquer grosso modo là, 8 millions, un peu plus que 8,4 je pense, millions de gamètes, différents, juste à partir de quel chromosome se retrouve avec quel autre chromosome. Donc, je vais procéder à l'exercice de n égale 3 sur une feuille de papier. Puis dans le fond, je vais comme avancer le vidéo de façon accélérée là, pour, euh, pour pas que ça dure une éternité. Mais donc, l'idée serait de faire une cellule ici comme ça. Puis là, je vais faire une paire rouge longue comme ça. Une paire moyenne comme ça. Puis une paire petite comme ça. Puis là, je vais procéder à mes méioses. Puis normalement, on devrait arriver à combien? Ben, on a un n haploïde de 3. Donc, on devrait avoir 2 à la n. C'est égal à 2 fois 2 fois 2. Donc, 8 combinaisons différentes au bout de tout ça. Donc, j'arrête de parler, puis je me mets à travailler. J'accélère la vidéo, puis on se retrouve au bout de tout ça.
Voilà. Donc, au final, on va avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaisons possibles des chromosomes homologues dans nos différents gamètes, simplement en raison de l'assortiment indépendant des chromosomes pendant la méiose. Donc, c'est notre concept ici, l'assortiment indépendant des chromosomes pendant la méiose. Deuxième concept, l'enjambement pendant la méiose 1. Donc là, si on va voir la figure 13.11, on a une belle représentation d'un phénomène qu'on a déjà discuté. Donc pendant un moment là, de la métaphase 1, un moment qu'on appelle la synapsis, les chromatides non sœurs, donc de chromosomes homologues, peuvent se lier puis faire des chiasments, qui est le site d'enjambement. Donc échanger des portions de matériel génétique entre eux. Voyez-vous ici, on a eu deux enjambements à deux chiasments différents entre ces chromatides non sœurs ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup plus de possibilités ici. Là. Parce qu'on n'a pas seulement un chromosome bleu, puis un chromosome, deux chromosomes bleus, puis deux chromosomes rouges, mais on a un chromosome bleu, puis un chromosome rouge qui sont les chromosomes parentaux de départ intacts. Mais on a aussi des chromosomes qu'on appelle les chromosomes recombinants, donc bleu-rouge, rouge-bleu. Je te rappelle ici le concept, là, c'est que si on avait, mettons, la façon ici de... ici, on aurait un gène de l'insuline qui serait la version... une version paternelle en bleu, ici comme ça. Puis, disons qu'ici, on aurait le gène de l'hémoglobine, par exemple, qui serait la version paternelle. Ben, ici, on aurait le gène de l'hémoglobine qui serait la version paternelle, mais on aurait le gène de l'insuline qui serait la version maternelle. Donc, tu vois ici, pour les individus qui vont hériter de ce gamète-là ici, ou de ce gamète-là ici, les chromosomes recombinés, ben, c'est une nouvelle combinaison d'informations génétiques qui est comme la fusion de l'information de ces deux grands-parents, en fait. Donc, ça t'amènerait peut-être à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle tout à coup des grands-parents et non plus des parents. Ben, si on va voir les chromosomes de départ, là, en fait, ici, on est chez un parent, là. On est en train de fabriquer des gamètes pour nous donner des enfants plus tard, là, avec la fusion d'un autre gamète. Donc ici, on est en train d'observer un processus qui se déroule dans un parent. Mais la question, c'est d'où proviennent l'information génétique présente dans le parent? Ben, il y a une information génétique, dans le fond, ces informations-là proviennent de la fécondation. Donc, autrement dit, en bleu ici, on a l'information du père de cet organisme-là, puis on a en rouge l'information de la mère de cet organisme-là. Parce que le chromosome bleu est arrivé via un spermatozoïde, puis le chromosome rouge est arrivé via l'ovule des parents de cet individu-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on fait de la recombinaison entre ces chromosomes-là? Ben, dans le fond, on mélange les génomes et les informations génétiques des deux grands-parents, ou en fait des parents de cet individu-là, mais des grands-parents des enfants qui vont naître à partir de cette combinaison-là. Puis là, ben, bien sûr, il faudra aller chercher. Donc, disons qu'ici, là, on a fabriqué là, des spermatozoïdes parce qu'il s'agit d'un homme. Donc, on est dans les testicules d'un mâle qui est en train de fabriquer ces différents gamètes-là, qui sont des spermatozoïdes. Ben, il faudrait aussi, bien entendu, aller examiner ce processus-là chez une femelle qui, elle, fabriquerait des ovules. Donc, voilà pour
recombinaison par enjambement. Donc, si on s'imagine là, on a... oups, je vais venir plutôt ici. Si on s'imagine, on revient à notre exemple, là, que la recombinaison par assortiment indépendant des chromosomes à la méiose nous crée toute une série de possibilités. Imaginez si en plus on rajoute de l'enjambement là-dedans, ou est-ce que l'enjambement peut se produire de façon un peu aléatoire à la méiose 1, mais en réalité on n'aura pas juste seulement 4 possibilités ici, mais on va en avoir un grand nombre. Allons voir. En fait, tu vois ici, on aurait à cette étape-là, au moment de l'anaphase 1, donc la séparation de non pas deux combinaisons possibles, mais bien 4 combinaisons possibles. Donc, on augmente grandement la quantité de recombinaisons génétiques qu'on peut obtenir grâce à l'enjambement. Puis finalement, la fécondation aléatoire d'un ovule par un spermatozoïde, ben, ça va être notre dernier mécanisme. Ben là, l'idée ici, c'est que si on a un ovule qui est là, puis un spermatozoïde qui est là, puis que chez un individu, on a la possibilité de fabriquer 2 à la 23, donc 8 par 10 à la 6 gamètes, autrement dit environ 8 millions de gamètes différents. Puis qu'on amène, donc autrement dit, là, si je faisais le schéma, là, on pourrait avoir imaginez là, que je prends le temps là, de dessiner 8 millions de gamètes qu'une femelle est capable de produire simplement en raison de l'assortiment indépendant. Puis qu'on a chez un mâle la possibilité de fabriquer 8 millions de gamètes différents simplement en raison de l'assortiment indépendant. Puis que l'union de deux de ces gamètes-là nous donne un zygote. Ben là, la question, c'est qu'il y a combien de combinaisons possibles ici. Donc, disons que celui-là va aller retrouver celui-là, ou il pourrait aller retrouver celui-là, ou il pourrait aller retrouver celui-là. Donc, en mathématiques, là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de multiplier les deux quantités pour savoir le nombre de quantités possibles, de combinaisons possibles qu'on est capable de retrouver. Donc, la fécondation qui est la pige d'un de ces gamètes-là avec un autre ici. Puis là, il faudrait faire ça pour chacun des 8 millions qui pourraient aller rencontrer chacun des 8 millions. Ben, ça va nous donner 8 par 10 à la 6 fois 8 par 10 à la 6. Puis ça égale, grosso modo, là, 64 par 10 à la 12. Mais tu sais, peu importe le chiffre exact, là, on a 10 billiards ici. Donc c'est 1000 milliards. 1000 milliards de 1000 sabords. C'est la quantité de combinaisons de gamètes, de paires de gamètes qu'on peut obtenir à cause de la fécondation aléatoire. Donc la fécondation aléatoire, c'est l'idée que tous les gamètes entre deux individus peuvent se rencontrer, hypothétiquement, chacun en fabriquant 8 millions différents. C'est quoi la quantité de combinaisons qu'on peut obtenir, de zygotes différents à partir de ces 8 millions qui se rencontrent? La réponse, c'est environ 64 billiards, ou enfin un très très grand nombre. Ce qui fait que si on rajoute à ça, en plus, l'enjambement, donc il y en a, ça veut dire qu'il y a encore, en réalité, il y a beaucoup plus que 8 millions de gamètes qu'une personne peut fabriquer, parce qu'on rajoute l'enjambement, là. Le 8 millions, c'est juste en raison de l'assortiment indépendant, puis déjà, ça nous donne un chiffre astronomique. Donc, quand je disais dans un précédent vidéo que, en raison de tous ces facteurs, de ces 3 facteurs-là, il y a plus de combinaisons génétiques possibles entre 2 individus qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Ben on n'est pas loin de la vérité, là. Il y a pratiquement une infinité
de combinaisons génétiques qui se peuvent entre deux individus qui se reproduisent de façon sexuée. Donc, ça conclut pas mal notre thème 13.4. C'était un peu long, mais on a mis le nez dans des notions de génétique, puis dans des notions d'évolution qui vont nous servir pour la suite des choses. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici en vous invitant à aller faire en vous disant qu'il n'y a pas vraiment de questions de quiz sur ce concept-là. Il va rester un très court quiz pour le thème, dans le thème 4 sur les chapitres 16 qu'on va poursuivre dans un petit instant. À bientôt, bye bye.